On a entendu parler des changements climatiques depuis la fin des années 80. Il y a eu une grande conférence à Toronto en 1988 sur le réchauffement planétaire, mais à l'époque, c'était surtout des scientifiques qui se rencontraient et c'était vraiment quelque chose qu'on voyait pour projeter loin dans l'avenir. Donc le grand public a vu ça passer comme une nouvelle scientifique, un peu comme on a découvert une nouvelle planète ou des choses comme ça. Ça a pris un certain temps avant que ça devienne vraiment quelque chose qui vienne rejoindre les gens. C'est intéressant de voir que ce sont les villes qui sont l'endroit en ce moment où il y a le plus d'action pour lutter contre les changements climatiques pour deux raisons. Parce que ce sont les villes qui ont à subir les inondations, les vagues de chaleur intenses. Hein. C'est là qu'on vit, donc c'est là qu'on subit les impacts beaucoup. Puis c'est aussi dans les villes que la majeure partie de nos émissions de gaz à effet de serre, notamment celles qui sont liées au transport. Tous les gestes qu'on peut poser à la maison sont des gestes qui sont importants parce qu'ils nous permettent de faire quelque chose à l'échelle de ce qu'on peut contrôler, donc un ménage. Par contre, les gens sont un petit peu en même temps ambivalents parce qu'ils disent « si moi je pose des gestes individuellement, je suis une goutte d'eau dans un océan, donc il faut qu'on pose des gestes collectifs en même temps ». Dans le cas des changements climatiques, il y a eu des campagnes, pas des campagnes d'éco-blanchiment, mais des campagnes littéralement pour semer le doute dans la tête des gens, pour dire « les changements climatiques n'existent pas ». Et malheureusement, toute chose qui est répétée 3 ou 4 ou 5 fois, on sait par des études que les gens ne sauront plus où ils l'ont entendu, ils ne sauront pas si la source est crédible ou pas, mais ça va venir s'installer quelque part derrière la tête et ça reste là. Et ça crée ensuite cette espèce de l'incapacité pour les gens d'agir parce qu'ils doutent. Est-ce que je devrais acheter... Est-ce que le charbon est propre ou non? Est-ce que je devrais acheter cette voiture-là? Est-ce qu'elle est vraiment verte? Est-ce que ce produit nettoyant-là est vert ou non? Et au bout du compte, les gens deviennent paralysés par le doute. Le greenwashing peut donner l'impression aux gens qui sont en train de poser des bons gestes alors qu'ils ne le sont pas. Puis ça devient frustrant pour eux parce qu'ensuite, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur et ils finissent par ne plus croire personne qui leur dit de poser des bons gestes pour l'environnement. Alors, c'est très problématique. Puis il y a aussi le fait que si j'arrive devant un étalage à l'épicerie, puis je dois choisir des produits, puis chaque produit a sa propre mention éco-verte ou durable, bio. Pour un consommateur, ça devient impossible de s'y retrouver. Et il y a des entreprises qui entretiennent la confusion en mettant des espèces de logos verts mais qui ne sont pas des certifications indépendantes. Donc, c'est facile pour moi de m'auto-certifier n'importe quoi. Hein. Je pourrais même être ceinture noire en quelque chose si je voulais, si c'est moi qui décide. Donc, c'est normal qu'on cherche à aller à s'assurer. En fait, pour tout consommateur, la façon de se prémunir contre ça, c'est de s'assurer que les certifications sont des certifications qui sont obtenues par des organismes tiers. Puis la façon de faire ça, c'est de se documenter. Malheureusement, dans toutes circonstances, c'est comme n'importe quoi. Si on magasine quelque chose, si on ne se documente pas, on risque de se faire passer une petite vite à l'épicerie ou ailleurs. Quand on est jeune, on se sent souvent impuissant par rapport aux événements qui se produisent, puis d'autant plus qu'en matière d'environnement puis de changement climatique, les décisions sont prises maintenant, bénéficient à certaines personnes maintenant, mais les impacts vont être subis non seulement par les plus jeunes aujourd'hui, mais par des gens qui ne sont même pas nés. Puis fondamentalement, c'est un problème, c'est très frustrant. J'aimerais ça vous raconter une histoire qui m'a été racontée par Al Gore, qui montre à quel point on peut avoir un impact, même quand on est jeune, sur ce qui va se passer à très court terme. En 1969, quand le premier homme a mis le pied sur la Lune, la moyenne d'âge des ingénieurs à Houston, qui s'occupaient finalement de la mission Apollo, c'était 26 ans. Ça veut dire que 8 ans plus tôt, quand John Kennedy a dit « on va mettre un homme sur la Lune avant la fin de la décennie », ces gens-là, il y avait une moyenne d'âge de 18 ans. Il y en avait qui avaient 14, il y en avait qui avaient 20. Mais c'était des gens qui étaient à l'école encore. Puis 8 ans plus tard, c'est eux qui avaient mis un homme sur la Lune. C'était des gens qui étaient très jeunes. Donc, si on a la conviction, on a le talent, puis on se fait donner les ressources, parce que quand même, il y avait eu les ressources aussi, on est capable d'avoir un impact. Puis, le défi qu'on a en ce moment, c'est pratiquement aussi grand, même c'est plus grand encore que mettre une personne sur la Lune, parce que le défi qu'on a, c'est d'avoir toutes ces bonnes idées-là, partout. N'importe qui a une bonne idée maintenant peut essayer de la mettre en place, de la mettre en marché, puis peut-être que c'est ça qui va nous aider. En fait, c'est la somme de toutes ces idées-là qui va permettre de régler le problème. Une autre façon pour les jeunes de faire une différence maintenant, c'est l'engagement citoyen.
Euh, En 1955, il y a une femme qui s'appelait Rosa Parks qui a refusé d'aller derrière dans un autobus. À l'époque, il y avait la ségrégation entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. C'était une femme noire. En Alabama, elle est montée dans l'autobus et s'est assise en avant. Et ça a été l'étincelle qui a déclenché le mouvement sur les droits civiques, qui a fait en sorte que il n'y avait plus de ségrégation. Aujourd'hui, il n'y a plus de ségrégation aux États-Unis. En fait, 7 ans plus tard, en 1962, il y avait 1 million de personnes à Washington qui demandaient la fin de la ségrégation aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un président noir aux États-Unis. Donc, l'étincelle, des fois, qui déclenche le changement, ça peut être une seule personne, puis ça prend après ça des gens derrière. Mais donc, ces grands mouvements-là, ça peut vraiment voir le jour n'importe quand. Et on a besoin de cet engagement-là, parce que s'il n'y a pas d'engagement citoyen, on ne peut pas protéger les droits des personnes qui sont jeunes, puis les droits des personnes qui ne sont pas encore nées.